En l'an 2029, Akira pleure parce que sa mère lui manque. Towasa prend le jeune garçon dans ses bras, consciente de la solitude qu'il doit ressentir. Elle lui promet de ne jamais le quitter et l'assure qu'elle est désormais sa famille. Un instant plus tard, son père les rejoint. 9 ans plus tard, en 2038, Towasa écoute un reportage sur l'intelligence artificielle et sur la façon dont elle influence la vie des gens à travers le monde. Curieuse, elle demande à Ichikishima ce qu'il pense de l'émission. Le robot répond que l'IA est très efficace pour accomplir des tâches, mais reconnaît qu'on lui répète souvent qu'elle n'a pas d'âme ni d'esprit, éléments que l'on retrouve dans le travail humain. Towasa admet que l'explication est juste, mais réplique que l'âme humaine n'est elle-même qu'un ensemble de signaux électriques produits par les organes du corps. Pendant ce temps, Akira dort encore dans sa chambre et rêve de Towasa. Tagitsu le réveille et Akira s'excuse d'avoir parlé en dormant. Il attrape son téléphone, dont l'écran s'illumine avec une photo de sa famille actuelle. Ses yeux s'attardent sur la silhouette de Towasa et il se réprimande aussitôt pour le rêve qu'il vient d'avoir. Commençant enfin sa journée, Akira demande à Tagitsu les dernières nouvelles. Tagitsu affiche un article sur son écran et Akira remarque rapidement qu'il concerne Towasa. Il réalise qu'elle devient chaque jour un peu plus célèbre. Plus tard, Akira s'assoit pour prendre le petit déjeuner avec Kazuria. Alors qu'il lui propose de lui apporter son repas, Towasa sort enfin de sa chambre et remarque qu'ils sont déjà réveillés. Akira voit immédiatement à quel point elle a l'air fatiguée et devine qu'elle a passé la nuit éveillée. Towasa confirme sa suspicion et partage joyeusement les excellents résultats de son dernier projet. Elle demande à Akira s'il compte aller s'entraîner et admet qu'elle envie sa jeunesse. Akira la taquine en disant que si elle ressent cela, elle aurait dû aller à l'école. Towasa réplique avec légèreté qu'il n'y avait aucun intérêt puisqu'elle connaissait déjà tout ce qui y était enseigné. Elle suggère ensuite qu'Akira est suffisamment intelligent pour sauter une classe et obtenir son diplôme plus tôt afin de la rejoindre dans ses recherches. Alors que Towasa et Kazuria poursuivent leur discussion, Akira se rend compte qu'il est l'heure de partir. Une fois sortis, Towasa et Kazuria parlent de la manière dont ils devraient célébrer l'anniversaire de l'arrivée d'Akira dans leur famille, puisqu'il y a déjà presque 10 ans. En marchant dans les rues, Akira remarque la présence de paparazzi postés près de chez lui. Lorsqu'il atteint la ville, il se met à réfléchir à quel point Towasa est incroyable. Dès son plus jeune âge, elle avait été reconnue comme une génie, obtenant son doctorat et déposant plusieurs brevets alors qu'elle n'avait que 18 ans. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne devienne chef d'entreprise et consultante en technologie. Akira se demande comment il pourra un jour devenir un homme digne de Towasa, puisque, dans ses yeux, il n'est encore qu'un petit frère. Ses pensées le ramènent vers le passé, au souvenir de l'accident de voiture qui lui avait enlevé ses parents alors qu'il n'avait que 7 ans. Comme ses parents étaient brouillés avec leurs familles respectives, il n'avait aucun proche vers qui se tourner. Heureusement, Kazuria, un collègue de son père, décida de l'accueillir chez lui. Towasa, qui n'avait qu'1 an de plus que lui, insista pour qu'il l'appelle « grande sœur ». À partir de ce moment-là, vivre avec elle lui fit comprendre à quel point elles étaient devenues irremplaçables et précieuses pour lui. À l'école, alors qu'il s'exerçait au lancer de Cabertos, Akira se dit qu'il en avait assez de jouer le rôle du petit frère, car il aimait vraiment Towasa. Malheureusement, son jet ne porta pas assez loin pour dépasser son coéquipier. Pendant ce temps, Towasa, enfermée dans sa chambre, assistait à une réunion. Elle accepta de coopérer avec une entreprise dans son ambitieux projet de construire le plus long pont du monde. Une fois son travail terminé, elle décida qu'il était enfin temps de commencer à planifier la fête en l'honneur d'Akira. Ichikishima l'informa que Kazuria avait l'intention de lui offrir une paire de baskets en édition limitée. Towasa, cependant, eut du mal à trouver le cadeau parfait qu'elle pourrait lui offrir. Ichikishima insista sur le fait qu'Akira apprécierait n'importe quoi venant d'elle, mais Towasa ne pouvait s'empêcher de réfléchir à quel point il avait changé, tant physiquement que mentalement, au fil des années. Elle coupa finalement la voix d'Ichikishima afin de pouvoir se reposer un peu. Plus tard, lorsqu'elle entendit Akira annoncer son retour, elle alla l'accueillir à la porte et lui demanda comment s'était passée sa journée. Akira trouva ses manières amusantes et la taquina en disant qu'elle agissait comme une mère poule. Towasa balaya la remarque d'un sourire, affirmant que c'était tout naturel puisqu'elle était sa grande sœur. Avant qu'Akira ne regagne sa chambre,
Toasa lui rappela que le dîner était prêt. Akira attaqua joyeusement les poivrons farcis et savoura les saveurs du repas. Toasa, avec douceur, lui demanda s'il y avait un plat en particulier qu'il aimerait manger afin qu'elle le prépare pour lui le lendemain. Akira la rassura en lui disant de ne pas s'en faire puisque c'était à son tour de cuisiner. Toasa força alors un léger sourire. Un peu mal à l'aise, comprenant qu'une partie de son plan pour le surprendre risquait d'être compromise s'il insistait à préparer le repas. Plus tard, tandis qu'il se détendait dans le salon, Toasa chercha à savoir, de manière détournée, si Akira désirait quelque chose en particulier comme cadeau. Mais Akira haussa simplement les épaules, affirmant qu'il n'avait vraiment besoin de rien puisque leur maison était déjà remplie de jeux et d'autres distractions. Leur conversation fut soudainement interrompue lorsqu'un des robots leur signala une mauvaise nouvelle. Apparemment, des mesures étaient en cours pour arrêter le projet de Toasa. Toute la famille se rassembla pour regarder les informations qui rapportaient qu'un chef religieux exigeait l'arrêt du développement des androïdes, le qualifiant d'immoral. L'inquiétude se répandit parmi eux, car cela signifiait que le travail de Toasa risquait d'être complètement stoppé. Kazuriya promit d'enquêter sur la question, les rassurant qu'ils trouveraient un moyen de résoudre le problème ensemble. Akira, cependant, ressentit une grande frustration de ne pas pouvoir aider Toasa directement. Déterminé, il entreprit ses propres recherches avec l'aide de Tagitsu et découvrit que les probabilités étaient contre eux. L'entreprise de Toasa risquait réellement de fermer. Kazuriya rendit visite à Akira dans sa chambre et ils parlèrent de Toasa. Il lui expliqua que ce dont elle aurait le plus besoin, ce serait d'un soutien affectif et l'encouragea à devenir quelqu'un sur qui elle pourrait s'appuyer dans les épreuves à venir. Après le départ de Kazuriya, Akira s'interrogea sur le véritable sens de ces mots. Tagitsu, espiègle, interrompit ses réflexions en le taquinant. Kazuriya savait déjà qu'il éprouvait des sentiments amoureux pour Toasa. Rougissant de honte, Akira gronda le robot, mais décida malgré tout de faire de son mieux pour redonner le sourire à Toasa. Le lendemain, il continua à se renseigner sur la situation, mais passa aussi du temps en ville pour acheter quelques matériaux. À son retour, il lui offrit une collation qui fit aussitôt briller son humeur. Peu après, la famille tint une réunion pour discuter du problème grandissant. Kazuriya expliqua qu'il avait découvert que la campagne contre Toasa était alimentée par des entreprises rivales qui s'étaient liguées pour ternir sa réputation. Toasa ajouta qu'elle recevait également des courriels étranges de la part de firmes financières, ce qu'elle trouvait suspect. Akira lui demanda si elle comptait collaborer avec elle, mais Toasa avoua ne pas avoir encore pris de décision. Un soir, alors que Toasa réfléchissait calmement à ses options, Akira s'approcha d'elle et l'invita soudain à aller au zoo avec lui le week-end suivant. Le visage de Toasa s'empourpra aussitôt et elle se réfugia rapidement dans sa chambre. Enfouie dans les coussins, elle se demanda si Akira venait vraiment de l'inviter à un rendez-vous. Ichikishima lui souffla que c'était peut-être le moment parfait pour partager ses sentiments avec lui. Encore plus troublée, Toasa se demanda s'il lui était vraiment permis de cesser de le considérer comme un petit frère. Ichikishima insista que oui, puisque, après tout, ils n'étaient pas vraiment liés par le sang et qu'Akira n'avait jamais été adopté légalement. Le week-end arriva et Akira et Toasa partirent ensemble au zoo. Dès leur arrivée, l'enthousiasme de Toasa se fait sentir et Akira sourit, conscient à quel point elle adore visiter le zoo. Ils explorent avec bonheur les différentes expositions avant de se rendre ensuite au cinéma. Partageant du pop-corn, leurs mains se frôlent presque. Avant de rentrer, Akira surprend Toasa en l'emmenant dans un spa. Il explique qu'il a pensé qu'un spa pourrait lui plaire. Toasa taquine en disant qu'il en faudra beaucoup plus pour l'impressionner, mais elle se surprend à profiter pleinement de l'expérience. Au dîner, servi par un robot, Toasa le regarde avec admiration et avoue à Akira combien elle adore les robots et leur potentiel. Elle confie qu'elle ne comprend pas pourquoi tant de gens s'opposent aux avancées en robotique. À ce moment-là, Akira sort de son sac un petit chien robot et le lui présente. Il explique qu'il l'a nommé Dove et qu'il l'a construit lui-même en s'inspirant des recherches de Toasa sur les androïdes. Surprise, Toasa examine Dove attentivement et réalise qu'Akira avait secrètement étudié son travail. Akira s'exclame qu'il veut tout apprendre sur elle. Le cœur de Toasa s'emballe, se demandant s'il parle de manière romantique, mais elle cache rapidement sa gêne en demandant si le robot est inspiré d'un Shih Tzu. Akira confirme, rappelant qu'elle avait un jour mentionné son amour pour cette race.
Akira remarque le changement rapide de sujet de Towasa, tandis qu'elle se rend compte à quel point elle a été transparente. À cet instant, les yeux de Dove s'illuminent et le robot se présente à eux. Dans le train du retour, un silence doux s'installe entre eux. Arrivés à leur station, Towasa propose de rentrer à pied plutôt que de prendre un autre moyen de transport. Alors qu'ils déambulent dans les rues tranquilles, Towasa se remémore combien de temps Akira vit déjà avec elle. Arrivée sur un pont pour traverser la route, elle lui tend un cadeau, expliquant que c'est pour commémorer ses 10 années passées à leur côté. Akira l'ouvre avec impatience et découvre à l'intérieur un photobook et un lecteur MP3. Towasa explique que le photobook contient 10 années de souvenirs et que le lecteur renferme des enregistrements audio de leurs moments partagés. Akira feuillette les photos, souriant en se remémorant leurs nombreux voyages. Puis, timidement, Towasa revient sur sa confession plus tôt dans la journée. Rassemblant son courage, elle avoue ressentir la même chose. Elle explique qu'elle a toujours tenu à lui, mais qu'elle se persuadait que ce n'était que le sentiment d'une grande sœur. Pourtant, à mesure qu'Akira grandissait et devenait plus mature, il lui est devenu de plus en plus difficile de nier ses ravis. Akira attrape ses 2 mains et s'exclame qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. À sa grande surprise, Towasa accepte lentement sa proposition, tout en lui rappelant doucement qu'ils sont encore trop jeunes pour se marier. Soudain, Akira la serre dans ses bras, ce qui la fait pousser un petit cri de surprise. Peu à peu, elle se détend dans son étreinte et murmure que, lorsqu'ils se marieront un jour, ils devraient fonder une famille. De retour à la maison, Akira décide d'écouter le lecteur MP3 que Towasa lui a offert. Tagitsu le félicite d'être devenu le petit ami de Towasa. Akira devient sérieux un instant, puis s'effondre sur son lit en se roulant, incapable de contenir son euphorie. Pendant ce temps, Towasa termine de mettre en place Dove et remercie Ichikishima pour son soutien constant. Ichikishima répond que cela a été frustrant de les voir, elle et Akira, tourner autour l'un de l'autre si longtemps, mais qu'il est heureux de voir leur relation enfin progresser. Towasa marque une pause, remarquant à quel point Ichikishima semble désormais plus humain, mais le robot nie fermement avoir atteint le niveau d'une conscience véritable et indépendante. Towasa estime que les robots et l'intelligence artificielle doivent continuer à se développer. Elle annonce à Ichikishima que demain elle reprendra ses travaux sur le projet des androïdes. En 2039, Towasa se prépare à s'adresser au public, alors que le monde attend avec anxiété sa réaction face à la controverse croissante autour de l'IA et de ses recherches. Après avoir reçu une étreinte rassurante d'Akira, elle monte sur scène et présente le projet LC. Elle explique que ce projet permettra aux humains d'accéder à la technologie IA à tout moment grâce à l'implantation d'une puce cybernétique directement dans leur corps. Alors qu'elle détaille comment cette avancée pourrait améliorer la vie, un homme dans l'audience se lève soudainement. Criant de colère, il fonce sur scène et sort une arme à feu. Akira se précipite pour protéger Towasa, mais en vérifiant son état, il se rend compte qu'une balle a déjà atteint son flanc. Les gardes tentent de maîtriser l'assaillant, mais celui-ci parvient tout de même à tirer quelques coups. Les balles atteignent Akira, qui s'effondre sous la douleur. Towasa tente désespérément de le maintenir conscient, mais sa vision se trouble. Il lui murmure des excuses avant de sombrer dans l'inconscience. Lorsque Akira rouvre les yeux, rien ne lui semble familier. La panique s'empare de lui alors qu'il tombe de la surface sur laquelle il se trouvait. En se regardant, il constate qu'il n'est pas blessé, mais complètement nu. Se couvrant instinctivement, il avance vers un point en hauteur. La vue devant lui le fige de stupeur. La ville est en ruine. Au milieu de tout cela, un homme apparut, accompagné de sa fille, parlant une langue étrange et vêtu de vêtements qu'Akira n'avait jamais vus auparavant. Étonnamment, ils semblaient tous les deux ravis de le voir. Puis, pour une raison mystérieuse, les paroles de l'homme commencèrent à se traduire instantanément. Appelé le sage, Akira comprit qu'un tremblement de terre avait provoqué l'effondrement des ruines. Inquiets, ils étaient revenus s'assurer qu'il allait bien. La fillette taquina en disant que l'étranger était nu, et son père s'excusa rapidement pour le comportement de la petite Idi. Aussitôt après, Akira s'effondra. L'homme le porta jusqu'à une charrette tirée par des bœufs. Lorsque sa fille demanda si le garçon allait s'en sortir, le conducteur répondit qu'il pensait qu'Akira tiendrait le coup. Finalement, le garçon inconscient remua et se réveilla. Plus calme désormais, il remercia les 2 étrangers pour leur aide, mais insista sur le fait qu'ils avaient dû le confondre avec quelqu'un d'autre.
Son nom était Akira Haimdami. À ces mots, le conducteur l'appela Seigneur Akira et se présenta. Il s'appelait Wea, chef du village situé un peu plus loin. La petite fille était sa fille, Idi. Intrigué, Akira demanda qui était ce sage dont il parlait. Wei expliqua que le sage était une divinité vénérée par leur peuple. Consacré dans ses ruines même, c'était un être divin censé accorder un savoir illimité à ses fidèles. Selon Wea, Akira dormait là depuis bien avant sa propre naissance. Leur village avait reçu pour mission, de la part d'Ol, de protéger ce lieu sacré. Honnêtement, avoua Wea, il n'aurait jamais cru que le sage se réveillerait un jour. Observant les ravages autour de lui, Akira se demanda si cette cité n'avait pas traversé une guerre. Soudain, des fragments de mémoire traversèrent son esprit, et il se souvint de Toasa, mais il était encore loin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Wea lui fit remarquer qu'ils arrivaient bientôt au village de Hakudate, un nom qui résonna étrangement familier aux oreilles d'Akira. Il regarda autour de lui et aperçut la tour de Goryakaku, celle-là même qu'il avait visitée lors d'un voyage scolaire à l'école primaire. Le voyant perdu dans ses pensées, Wea lui conseilla de calmer un peu son esprit. Cela lui sembla sage, alors Akira reposa sa tête sur l'oreiller, se persuadant encore une fois que tout cela n'était qu'un rêve étrange. Peu après, Wea stupéfia son épouse en ramenant chez eux nul autre que le grand sage en personne. Quand Akira se réveilla de nouveau, la femme annonça joyeusement que leur maison pourrait servir de demeure provisoire. Plus tard, leur invité partagea un repas avec la famille et il leur parla des technologies avancées de son passé. À l'époque connue sous le nom d'âge commun, très longtemps auparavant, Wea et sa femme avaient du mal à croire jusqu'où la civilisation avait autrefois progressé. Akira demanda alors depuis combien de temps il dormait. Mais Wea dut admettre qu'il n'en avait aucune idée. En tant que simple villageois, il n'avait pas accès à une véritable histoire écrite. Certains des hommes présents remarquèrent que la présence du sage parmi eux revenait à posséder une relique vivante et qu'il fallait absolument avertir Olé, l'institut unifié qui gouvernait le monde. Akira demanda ensuite ce qu'il était advenu de son pays, le Japon. Wea fut surpris par ce nom. C'était ainsi que le sage avait autrefois appelé cette région. En réalité, Olé avait dissous tous les gouvernements nationaux. Sous leur administration, les pays n'existaient plus et une paix mondiale durable avait été instaurée. Les guerres appartenaient au passé. Changeant de sujet, Idi demanda quel âge Akira avait. Il répondit qu'il avait 18 ans, ou du moins qu'il les avait eus. Il avait cessé de compter après s'être endormi pendant ce qui lui semblait être des siècles. Devenus impatients, les hommes pressèrent Wea de signaler immédiatement le retour du sage. Sinon, tout le village pourrait être en danger. Au moindre faux pas, Olé en ferait un exemple, comme il l'avait déjà fait avec d'autres qui avaient tenté de cacher des reliques. L'épouse de Wea perdit patience et répliqua sèchement qu'Akira venait tout juste de s'éveiller. Il ne comprenait même pas encore ce qui se passait. Ne pouvait-il pas, au moins, lui laisser un peu de temps pour reprendre ses esprits? D'ici là, il n'y avait aucune raison d'informer Olé, et elle ne tolérerait plus aucune plainte jusqu'à ce que la situation se stabilise. Idi imita le ton autoritaire de sa mère, ce qui lui valut une caresse tendre sur la tête. Pendant ce temps, le bébé qui dormait dans son berceau s'éveilla en pleurant à cause des cris. Sa mère le prit dans ses bras pour l'apaiser, tout en rassurant Akira. Il pouvait se détendre, tout irait bien. Cette nuit-là, Akira reçut le lit d'Idi, tandis que la fillette dut se contenter du sol. Incapable de fermer l'œil, il repensa au repas inhabituel du dîner. C'était délicieux, mais malgré tout, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Agité, il sortit sur le balcon du 2e étage et leva les yeux vers le ciel, devinant qu'il devait s'agir de l'été. De là, il contempla la campagne alentour et remarqua de nombreux petits hameaux disséminés dans la région. Pourtant, malgré la beauté du paysage, Haimgami avait toujours l'impression de rêver, convaincu qu'à tout moment il se réveillerait et retrouverait la normalité. Soudain, un nom franchit ses lèvres, Tawasa. Où pouvait-elle bien être? À ce même instant, la jeune fille encapuchonnée l'observait encore à distance. Elle aperçut un homme s'éclipser au cœur de la nuit, partant à cheval. Au matin, Akira se lava le visage à l'eau du puits, décidé à affronter la réalité. Tawasa pouvait être en danger et il devait la retrouver au plus vite. Cherchant des indices, il choisit de demander un peu d'aide à Idi dès qu'il l'aperçut.
Dans la scène suivante, tous deux se retrouvent au marché, là où la famille de la fillette faisait habituellement ses courses. Observant les coutumes locales, Akira supposa que cette tribu se situait culturellement à un niveau comparable au XVIIIe siècle dans le monde qu'il connaissait, puisqu'il disposait même d'une monnaie en circulation, preuve qu'une autorité en garantissait la valeur, probablement ces anciens dont on parlait. Akira demanda s'il existait une bibliothèque dans les environs, car il avait besoin d'en apprendre davantage sur cette étrange civilisation. Mais la fillette n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Lorsque le jeune homme expliqua qu'il s'agissait d'un lieu où l'on réunissait beaucoup de livres, la petite indigène pensa qu'il parlait sans doute de l'école, située juste à côté. Tandis que tous deux se dirigeaient vers l'établissement, la fille encapuchonnée achetait des accessoires à un étal, veillant toujours à dissimuler son identité. À peine arrivé sur place, Akira constata qu'aucun des livres disponibles ne contenait les informations qu'il cherchait, notamment au sujet de cette organisation appelée Houle. Cela lui fit imaginer qu'il censurait certaines connaissances. Puisqu'il en était ainsi, le garçon demanda s'il existait un moyen de rencontrer les hauts responsables d'Houle. En entendant cette question, la fillette sortit de l'école en trombe, hurlant et jurant contre ces gens qu'elle détestait tant, car pour elle, ce n'était rien d'autre qu'une bande d'arrogants incapables de résoudre quoi que ce soit autrement que par la violence. Malgré tout, elle précisa que ces gens-là ne se trouvaient pas dans le village. Un peu plus loin, l'étranger tomba sur une sorte de célébration qu'il tenta de comprendre. Cela ressemblait à un mariage, mais il n'y avait là que des femmes. L'enfant du pays ne savait pas ce qu'était un mariage, alors elle expliqua que cette fête était une mère de serment, quand deux personnes s'aimaient assez pour prononcer un vœu et devenir des navigatrices de serment. Intrigué, le garçon demanda s'il s'agissait d'un mariage entre femmes, mais Idi n'avait pas, comme elle l'avait déjà expliqué, il s'agit d'un ALC, et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Dans un ALC, il peut exister plusieurs types de groupes, un homme et une femme, 2 femmes, 2 hommes, 4 personnes, et ainsi de suite. Dans ce cas précis, ce qu'ils observent est un groupe de 4 femmes. Akira remarque que cela ressemble un peu au mariage dans la société d'où il vient, où 2 personnes prononcent un vœu et vivent ensemble pour le reste de leur vie. Idi trouve amusant qu'on puisse faire des vœux avec une seule personne. Même dans un ALC, il est possible d'en avoir plus, mais pas trop non plus, sinon Hall apparaît et met fin au désordre. Fatigué de voir cet institut s'immiscer dans toutes les affaires du village, Akira en déduit qu'un ALC est une sorte de promesse que différents groupes font pour vivre ensemble. Idi confirme et explique que, dans sa maison, ceux qui avaient conclu un ALC étaient son père, Papa Valk, et sa mère, un groupe de 3. Sur ces mots, la petite fille entraîne son amie vers un autre endroit. Dans la scène suivante, nous sommes transportés à l'année 2038. À cette époque, Akira discutait avec Towasa du projet LC, qui promettait d'offrir une amélioration aux humains. Son frère trouvait l'idée intéressante, mais Toa n'avait pas encore trouvé d'investisseurs pour concrétiser ce plan. Quant au projet LP, Ikekishima expliquait qu'il serait crucial pour établir les bases du développement des androïdes. Et, parlant de choses cruciales, ce jour-là, Akira franchit un pas important dans son intention de se rapprocher de Towasa. Il offrit une bague à sa grande sœur pour son anniversaire. À cette occasion, Toa lui demanda d'arrêter de l'appeler « grande sœur ». De retour au présent, assis avec Idi dans un coin du marché, Akira ne peut s'empêcher de penser au choc culturel que représente cet ALC, si différent du mariage tel qu'il le connaît. Le jeune homme ne sort de ses pensées qu'au moment où il salue Taberna, qui vient d'arriver avec son bébé dans les bras. Apparemment, Taberna a besoin d'un coup de main de son ami. Elle l'emmène alors auprès d'un véhicule motorisé, tombé en panne lors du tremblement de terre de la veille, pour voir s'il peut le réparer. Akira remarque que la soupape d'admission est tordue et, à la surprise générale, il parvient à remettre la voiture en état, faisant redémarrer la vieille. Selon lui, il aime travailler avec les machines depuis qu'il est enfant. Au milieu des célébrations de la foule lorsque le véhicule a été réparé, les sourires s'effacent de leur visage à l'arrivée de l'émissaire Canis. Honorable, mais la tête baissée, le partenaire de Ouya dénonce la présence du sage, pointant directement Akira Haimgami. Mesurant plus de 2 mètres, le géant s'approche de l'étranger et s'accroupit pour l'évaluer de la tête aux pieds. Lorsque le jeune homme demande son nom, il se présente comme Percusus Canis.
émissaire général Dol pour le district Nord H 427, mais précise qu'on peut l'appeler le tout-puissant commissaire Canis. Saisissant Akira, Canis affirme que le garçon est considéré comme une relique archéologique exhumée de manière inappropriée dans des ruines anciennes. Pressant la tête du garçon dans sa main, le membre Dol leur rappelle que contrôler le flux d'informations est le fondement de l'organisation. Ouya demande à l'émissaire de ne pas agir ainsi, mais Canis n'en a cure, allant jusqu'à accuser la villageoise de trahison pour ne pas avoir caché la présence de la relique dans le village. Utilisant une arme attachée à son poignet, le commissaire tire sur la jambe du paysan et ordonne également à ses gardes de détenir le père et la fille afin qu'ils témoignent d'avoir trouvé la relique en premier. Ouya argue qu'il allait tout signaler une fois les choses calmées, mais Percusus refuse d'écouter la moindre excuse. Il sort sa lame électrique et administre un puissant choc à la blessure ouverte du civil, provoquant une douleur insupportable qui glace la colonne vertébrale d'Akira. Comme si cela ne suffisait pas, le rire de l'agresseur résonne dans la zone comme un sinistre présage. Après avoir pris le contrôle de la situation, Canis jette Akira, Ouya et Idi dans une cellule attachée à un train, comme s'il s'agissait d'un wagon. Akira se sent coupable d'avoir causé tout cela, tandis que Ouya rassure le jeune homme, malgré la gravité évidente de sa blessure à la jambe. À l'arrivée à destination, Canis ordonne à ses hommes armés de laisser la relique dans la cellule et d'emmener les deux autres, puisqu'il allait bientôt se débarrasser d'eux. À ce propos, le chef avait envoyé 3 soldats de retour au village de Hakodat pour tuer tous les paysans, comme il avait décidé que tous ceux qui savaient l'existence de la relique devaient mourir. Dans le désespoir, toujours enfermé, Akira traita l'homme de monstre. Ignorant l'insulte, Canis déclara que c'était une bonne chose que la relique libère toutes ses connaissances anciennes et l'aide à gravir les échelons. Cela dit, lorsque l'émissaire pointa son arme sur la tête d'Idi, la femme encapuchonnée apparut et fracassa la cellule d'Akira avec une épée faite de matière lumineuse véritable, semblable à un sabre laser. D'une vitesse inarrêtable, elle maîtrisa Canis et lui asséna un coup de pied qui envoya le géant valser comme un simple ballon de football. Gravement battu, l'homme ordonna à ses soldats de tuer l'ennemi. Avant qu'il ne puisse tirer, la mystérieuse héroïne révéla qu'elle connaissait Akira d'une manière ou d'une autre, mais sans entrer dans les détails, elle lui dit de trouver un endroit sûr pour se cacher. À ce moment-là, les soldats ouvrirent le feu, mais la femme activa un bouclier qui renvoya les balles vers les tireurs, les tuant tous. Ensuite, elle dégaina de nouveau sa lame et détruisit chaque adversaire armé dispersé dans la zone, les tranchant tous en morceaux sans pitié. Fuyant dans le désespoir, Canis demanda qui diable était ce misérable, tandis que la poursuivante méprisait la lâcheté de l'officier, celui qui envoyait ses hommes mourir à sa place. À cet instant, un soldat s'apprêtait à tirer sur la femme, mais Akira lança un morceau de fer sur sa tête et l'en empêcha. Canis profita de ce moment pour attraper une mitrailleuse sur le train et commença à tirer sauvagement en direction de son adversaire. À présent, peu importe son habileté, le commissaire était certain que personne ne pouvait échapper à une mitrailleuse de ce calibre. En revanche, la mystérieuse figure montra qu'elle était sur un autre niveau. En activant une arme cachée dans son corps, la femme tira sur sa cible et désintégra violemment l'émissaire Canis. Le tir fut si vaste et puissant qu'il frappa une montagne en arrière-plan et provoqua une explosion gigantesque. Après avoir réglé le problème, l'héroïne révéla qu'elle était un androïde appelé Yugur. Cependant, en voyant son visage, Akira jura que la personne devant lui était Tawasa. Comme si cela ne suffisait pas, Yugure n'a aucune idée de qui est Toasa, ce qui pousse Akira à se demander s'il n'a pas un problème au cerveau. Yugure repasse alors un enregistrement du moment où il avait accepté de l'écouter après leur combat, et elle lui explique qu'elle voulait lui demander une faveur. Cette faveur, c'est qu'il se marie. Akira, complètement dérouté, ne comprend pas pourquoi elle voudrait une telle chose. Yugur croit qu'il la rejette et commence à l'intimider, forçant Akira à lui dire qu'il a simplement besoin de temps pour réfléchir. Ces mots suffisent à la calmer, et elle sort alors une bague de fiançailles, celle qu'Akira avait donnée à Toasa. En la voyant, Akira est bouleversé. Non seulement il reconnaît la bague, mais il comprend aussi que Yugur doit savoir qui est Toasa. Yugur admet qu'elle pourrait la connaître, mais refuse de lui répondre clairement. À la place, elle affirme que cette information est confidentielle.
Ils n'ont pas le temps de poursuivre cette conversation, car ils doivent venir en aide à Waya, gravement blessé. Plus tard, dans la soirée, l'homme qui avait dénoncé Akira à Howell vient s'excuser, prêt à accepter n'importe quelle punition. Heureusement pour lui, Akira comprend qu'il voulait seulement protéger le village, et il accepte ses excuses. Mais Howell ne lui pardonnera pas, et Akira sait qu'il doit quitter le village. Il fait donc ses adieux à tout le monde, surpris toutefois de voir Yugur insister pour l'accompagner. Elle attend toujours sa réponse, mais Akira lui fait remarquer à quel point il serait insensé d'épouser une femme qu'il vient tout juste de rencontrer. Yugur ne se laisse pas décourager, pensant simplement qu'ils doivent apprendre à mieux se connaître. C'est pour cette raison qu'elle décide de voyager avec lui. Akira lui demande simplement de ne pas causer d'ennui, ce qui la fait rire. Après tout, c'est elle qui l'a sauvé lorsqu'il s'est retrouvé dans le pétrin. Leur première destination est l'endroit où Akira s'est réveillé, espérant y trouver un indice sur ce qui lui est arrivé. Il voudrait que Yugur lui parle du monde tel qu'il est aujourd'hui, mais elle répond encore que ces informations sont classées. Akira tente au moins d'en apprendre plus sur elle et sur les raisons de sa demande en mariage, mais Yugur déclare que ces réponses font partie du « contenu premium ». Il propose même de payer, mais elle réplique qu'elle n'accepte qu'un seul mode de paiement, le mariage. Ils finissent par arriver au sanctuaire, mais la nuit est tombée et il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Soudain, Yugur tressaille. Elle a senti une présence. Elle saisit Akira et le tire à l'écart avant d'utiliser une capacité pour dissimuler leur aura. Elle lui chuchote qu'il y a des gens tout près et qu'ils doivent à tout prix éviter d'être découverts. Une femme nommée Yami tranche l'entrée du sanctuaire d'un coup de lame spectaculaire, tandis qu'une autre, Hakubo, y pénètre avec une grâce inquiétante. Yugur serre les dents. Si elle les trouve, leur vie est en grand danger. Les deux femmes cherchent quelqu'un, et Hakubo active une sorte de radar pour localiser leur cible. Cette révélation laisse Akira sans voix. Ces deux femmes, Yami et Hakubo, sont des androïdes, tout comme Yugur. Mais ce qui le bouleverse davantage, c'est qu'elles ont exactement le même visage que Toasa. À ce moment-là, Yami perçoit une présence et lance une attaque fulgurante qui dévoile la cachette d'Iti, dissimulée tout près. Akira, surpris, se demande ce qu'elle fait là, mais Yugur lui intime le silence, précisant que ses filles ne lui feront pas de mal. Après un bref interrogatoire, Iti admet qu'elle est au courant de l'élimination de Kan. Elle ne ment pas non plus lorsqu'elle reconnaît savoir qui est le coupable. Yami exige qu'elle révèle son nom, mais Iti, courageuse, répond qu'elle ne peut pas. Cette personne lui a sauvé la vie. Elle ajoute qu'elle ignore où se trouve cet individu, ce qui pousse Yami et Hakubo à conclure qu'il s'agit d'une nouvelle impasse dans leur recherche. Leur cible semble insaisissable, alors elle décide de repartir. Akira se précipite vers Iti, inquiet, et elle lui explique qu'elle les a suivis pour lui rendre sa montre à gousset. Elle l'avait retrouvée dans les ruines quelque temps auparavant, mais avait oublié de la lui remettre. Akira la récupère et l'active, espérant y trouver un indice. C'est alors qu'un message de Toasa apparaît. Dans ce message, Toasa confesse avoir commis de nombreuses erreurs. Elle reconnaît qu'elle devra vivre avec le poids de ses fautes, ces péchés qui la hanteront pour toujours, un fardeau qu'elle seule peut porter. Elle déclare son amour éternel pour Akira, mais le supplie de ne jamais partir à sa recherche, quoi qu'il arrive. Akira, bouleversée, écoute ses dernières paroles. « Chéris le temps et la vie que tu possèdes, Akira. » Le message est daté de 200 ans auparavant. Akira doit alors affronter une vérité déchirante. Toasa n'est plus de ce monde, mais il refuse d'abandonner. Il jure qu'il la retrouvera, d'une manière ou d'une autre. Sa première destination sera la maison qu'il partageait autrefois, même s'il sait que ce voyage sera dangereux. Convaincu qu'il peut faire confiance à Yugur, il lui demande de l'accompagner. Yugur, théâtral comme toujours, récite aussitôt ses vœux de mariage, ce qui pousse Akira à lui rappeler qu'il ne compte pas l'épouser. Il lui explique que Yami et Hakubo sont en réalité des officiers supérieurs des forces spéciales d'Howell et qu'elles sont à sa recherche. Cette révélation fait naître en lui un doute. Yugur travaille-t-elle, elle aussi, pour Howell? Et pourquoi toutes ces femmes ont-elles le même visage? Mais une fois encore, Yugur répond simplement « Classé secret défense ». Akira tente une dernière question. Pourquoi veut-elle tant se marier avec lui? Elle sourit et répond avec une simplicité désarmante. Parce que Akira lui rappelle aussitôt qu'il est fiancé à Toasa,
Mais Yugur réplique avec aplomb que les fiançailles ne sont pas un mariage, et qu'elle a donc encore toutes ses chances. Elle le plaque contre le sol, un sourire provocateur aux lèvres, et lui promet de lui faire oublier Toasa pour qu'il tombe éperdument amoureux d'elle à la place. Agacée, Akira finit par prononcer son prénom pour la première fois, ce qui la fait aussitôt rougir. Touché, Yugur promet de se tenir tranquille à partir de maintenant. Le lendemain matin, il raccompagne Iti jusqu'à son village, puis se prépare pour la suite de leur voyage. Pour atteindre leur prochaine destination, ils doivent traverser une rivière, mais la saison ne s'y prête pas. Aucun bateau ne navigue à cette période de l'année. Le ferry ne passe qu'une fois par semaine, ils n'ont donc d'autre choix que d'attendre. Heureusement, un homme nommé Aboro s'apprête justement à naviguer dans la même direction et leur propose de les emmener. Ravi d'avoir de la compagnie, il écoute avec amusement Yugur lui raconter qu'ils sont en lune de miel, ce qui fait soupirer Akira. À peine arrivé sur l'autre rive, Akira heurte accidentellement une jeune fille et brise son pinceau de peinture. Désolé, il lui promet de lui en acheter un autre. La jeune fille se présente sous le nom d'Amoru, et Yugur remarque aussitôt quelque chose d'étrange dans le livre qu'elle tient serré contre elle. Mais Amoru s'en montre très protectrice et explique que ce livre est très précieux pour elle. Akira achète un nouveau pinceau avec l'argent que Waya leur avait donné, mais le caissier leur rend trop de monnaie. Le propriétaire du magasin entre alors dans une colère noire en apprenant cette erreur, surtout après s'être fait arnaquer plus tôt par un létogen. En entendant ce nom, Yugur tire discrètement Akira par la manche et lui dit qu'ils peuvent garder la monnaie. Une fois dehors, elle lui explique. Les létogens sont des individus ayant volontairement renoncé à leurs droits humains. En échange, ils sont absous d'un crime ou d'une dette. Sous l'administration d'Owell, les létogens doivent effectuer divers travaux d'intérêt public. Akira fronce les sourcils. À ses yeux, cela ressemble fortement à une forme d'esclavage. Mais Yugur lui répond qu'Owell leur fournit de la nourriture, des vêtements et un abri en compensation. Akira n'en reste pas moins troublé. Yugur, étonné, remarque à quel point il fait preuve de compassion, une qualité rare dans ce monde. Avant de repartir, Akira remet le nouveau pinceau à Amoru, qui le remercie avec un grand sourire et promet d'en prendre soin. Curieuse, elle leur demande ce qui les amène dans la région, et Akira lui répond qu'ils sont en route pour Tokyo, mais qu'ils doivent d'abord traverser une montagne voisine. « C'est un long trajet jusqu'à là-bas », remarque Akira, mais Amaru lui apprend qu'Owell a installé un poste de contrôle sur la route principale, précisément dans la direction où ils se rendent. Heureusement, Amaru connaît un autre chemin, un sentier moins surveillé qu'elle leur propose d'emprunter. En marchant, la jeune fille montre fièrement ses talents de dessinatrice, ce qui impressionne Akira. Lorsqu'il observe son dessin, il croit reconnaître Toasa, mais Yugur le corrige aussitôt en affirmant que c'est elle qu'Amaru a dessiné. Amusée, Akira demande à la fillette si elle souhaite devenir artiste plus tard. Amaru lui confie qu'elle rêve de créer des livres illustrés, des contes remplis de dessins et d'histoires. Akira l'encourage sincèrement, convaincu qu'elle y parviendra, et lui dit qu'il espère pouvoir lire un jour l'un de ses livres. Amaru répond timidement « D'accord », mais soudain, quelque chose la trouble et elle part courir devant. Yugur, intrigué, remarque un tatouage étrange dans le dos de la jeune fille avant qu'elle ne disparaisse dans les bois. Le soir venu, le petit groupe se réunit autour d'un feu et savoure un lapin rôti, chassé par Yugur. Curieux, Akira lui demande si elle tire son énergie de la nourriture comme les humains. Yugur sourit et explique qu'elle possède un noyau énergétique qui produit de l'énergie de manière illimitée. Elle mange tout de même beaucoup, mais uniquement par plaisir. Akira, fasciné, s'approche un peu trop près pour examiner son cœur d'énergie. Yugur l'autorise à la toucher, mais le met en garde. S'il le fait, il devra en assumer les conséquences. Pour changer de sujet, elle demande alors à Amaru si elle peut jeter un œil à son livre, celui qu'elle garde toujours contre elle. Amaru se crispe et Yugur précise aussitôt qu'elle sait qu'il s'agit d'un livre interdit, mais qu'elle n'a aucune intention de le lui prendre. Rassurée, Amaru finit par avouer que le livre s'intitule « L'oiseau du cœur » et qu'il a été écrit et illustré par ses parents. Ils étaient auteurs de contes illustrés et avaient publié de nombreux ouvrages avant leur disparition. Akira comprend alors pourquoi la fillette y tient tant, et il admire la beauté des illustrations qu'elle lui montre fièrement. Amaru brille de fierté.
et il est évident qu'elle souhaite marcher sur les traces de ses parents. Akira lui assure qu'elle a tout le talent nécessaire pour réaliser son rêve, et cette fois, Amaru accepte le compliment avec un sourire sincère. Le lendemain matin, ils atteignent la cité perchée sur la montagne. Malheureusement, un soldat d'Owell garde l'entrée. Alors Yugur couvre son visage pour éviter d'être reconnu. Avec une aisance déconcertante, elle leur explique qu'elle vit ainsi depuis 150 ans, toujours à se cacher, à esquiver les patrouilles. Une fois en ville, ils goûtent aux mets délicieux qui font la réputation du lieu. Mais Akira remarque bien vite que les Létogens sont épuisés par le travail forcé. Yugur lui conseille de ne pas s'en mêler, affirmant que mettre son nez dans les affaires d'Owell ne leur attirerait que des ennuis. Mais Akira a du mal à détourner les yeux face à cette injustice. Alors qu'il rumine en silence, il se rend compte que Yugur a déjà englouti toute la nourriture. Soupirant, il se lève pour aller en chercher davantage, sans savoir que le calme apparent de la ville cache une nouvelle tempête à venir. Contre toute attente, alors qu'Akira s'apprête à revenir avec plus de nourriture, des gardes d'Owell l'interceptent brutalement. Ils savent déjà que la femme encapuchonnée est Yugur, et l'un d'eux ordonne qu'elle ne fasse pas un geste, sinon Akira sera exécuté sur le champ. Leur arrestation est immédiate, et l'officier responsable se présente. Il s'appelle Marlem. Il explique qu'il a reçu un message de Canis signalant qu'une relique ancienne avait été repérée dans la région. Ayant reconnu le visage de Yugur, il a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'important. Akira et Yugur sont stupéfaits, tout comme Jessa et Amaru. Mais à la stupeur générale, Amaru s'excuse et court se ranger aux côtés de Marlem. Ce dernier l'appelle numéro 1221 et la félicite d'un ton froid. « Bon travail !» Akira, abasourdi, ne comprend plus rien. Marlem finit par lui révéler la vérité. Ils viennent d'être dupés par une Létojane. Amaru, honteuse, admet qu'elle leur a menti. Elle explique qu'Owell lui avait promis de lui rendre les livres écrits par ses parents si elle livrait Akira et Yugur. Mais Marlem n'a jamais eu l'intention de tenir parole. Il éclate de rire et se moque d'elle cruellement, la traitant d'idiote d'avoir cru qu'il lui rendrait quoi que ce soit. Il lui annonce avec mépris que tous ses livres seront brûlés, jusqu'au dernier. Trahi, Amaru explose de colère, mais Marlem rétorque froidement qu'elle n'a fait que leur infliger la même trahison. D'un geste brutal, il la jette au sol, puis ordonne à ses hommes de l'emmener et de lui faire subir le même sort que ses parents. Il exige ensuite qu'on capture Yugur, ravi à l'idée de la gloire et de la promotion qu'il obtiendra pour cette arrestation. Akira, impuissant, se tourne vers Yugur et lui demande si elle peut faire quelque chose. Elle répond calmement qu'elle ne peut garantir que sa sécurité à lui, pas celle d'Amaru. Mais ce n'est pas suffisant pour Akira. Voyant la détresse de la jeune fille, Jessa et Amaru se jettent sur Marlem pour créer une diversion, ordonnant à Akira et Yugur de fuir. Profitant de ce bref instant, Yugur attrape Akira par le bras et le tire hors de la ville. Pendant ce temps, Marlem, furieux, frappe Amaru sans pitié et met la main sur le livre qu'elle cachait depuis le début. À l'extérieur, Yugur réussit à mettre Akira à l'abri, mais il refuse de partir plus loin. Il veut retourner sauver Amaru, malgré tout. Yugur tente de le raisonner. « Elle nous a menti, Akira. Elle a choisi son camp. » Mais lui ne lui en veut pas. Il comprend qu'elle a été manipulée par la cruauté d'Owell. Yugur insiste. S'ils y retournent, ils seront capturés à nouveau. Mais Akira refuse de rester les bras croisés, rongé par la culpabilité. Il avoue que c'est de sa faute. Il n'a pas pris son rêve au sérieux et il l'a encouragé sans voir la détresse dans ses yeux. Pendant ce temps, dans les ruines fumantes de la place, Amaru hurle de désespoir. Elle supplie qu'on lui rende le livre de ses parents, mais Marlem, implacable, déclare qu'il ne fait qu'appliquer la loi. Puis, sous son regard horrifié, il jette le livre dans les flammes. Les pages se consument lentement et les souvenirs de son père et de sa mère s'envolent en cendres. Amaru tombe à genoux, le cri déchirant d'une enfant à qui on vient d'arracher son dernier rêve résonnant dans la nuit. De retour avec Akira, Yugur cède enfin et accepte de sauver Amaru, mais seulement si Akira accepte de l'épouser. Akira n'en croit pas ses oreilles. Tout ce à quoi elle pense, c'est ça. Il l'insulte alors en lui rappelant qu'elle n'est vraiment qu'un androïde. Yugur est clairement blessé par ces mots et le laisse partir. Akira se précipite alors pour secourir Amaru. Un peu plus tard, Akira arrive devant la prison où Amaru a été emmené, tandis que Yugur observe la scène de loin.
Amorou n'en revient pas qu'il vienne l'aider après sa trahison, mais Akira lui assure qu'il ne pouvait tout simplement pas l'abandonner. Soudain, ils sont repérés et l'alarme retentit. Ils doivent fuir pour sauver leur vie. Akira utilise une matraque électrique pour neutraliser un garde et ils parviennent enfin à sortir du bâtiment. Malheureusement, Marlem les attend à l'extérieur et se moque d'eux pour leur prévisibilité. Ils sont tombés directement dans son piège et Akira ne peut rien contre autant de gardes. Marlem est déçu de ne pas avoir pu capturer l'androïde, mais il se contente de pouvoir s'emparer de la relique d'Akira. Akira parvient à se libérer de ses liens un instant pour exiger la libération d'Amorou, mais ses efforts sont vains. Cela n'énerve que davantage Marlem, qui déteste être touché par des communs, et il ordonne alors de donner une leçon à Akira. Amorou regarde, horrifié, tandis que les gardes frappent Akira sans relâche. Elle supplie qu'ils arrêtent, s'offrant même en sacrifice à sa place, mais Akira l'en empêche. Il déclare qu'ils ne doivent pas abandonner et promet qu'ils quitteront cet endroit ensemble. Il lui rappelle son objectif: retrouver les livres de ses parents et souligne qu'elle n'y arrivera jamais si elle renonce maintenant. Elle ne pourra pas non plus devenir artiste, ce qui est son rêve le plus cher. L'espoir d'Amorou renaît, mais Marlem n'en a rien à faire. Fatigué de leur petite histoire triste, il ordonne que l'on élimine Amorou. Une froide terreur envahit Akira lorsque le canon d'une arme se pose sur la tête d'Amorou et il ne peut que crier pour qu'on arrête. Personne n'écoute, mais Yagour, visiblement agacée, décide à contre-cœur d'intervenir. Elle élimine 3 gardes en un clin d'œil, libérant Amorou, et Akira n'en revient pas. Elle est vraiment venue. Marlem est simplement content de pouvoir enfin capturer l'androïde, mais Yugur a une toute autre idée. Elle fait surgir encore plus de gardes, et Amorou ne peut s'empêcher de penser à quel point elle est belle. La lame de Yugur tranche facilement les armes des gardes, qui prennent la fuite aussi vite qu'ils le peuvent. Marlem les traite tous de lâches et sort son propre pistolet, mais il n'a aucune chance face à la puissante Yugur. Elle les projette dans un autre bâtiment et Marlem est finie. Amorou reste stupéfaite devant la puissance de l'androïde, tandis qu'Akira se demande pourquoi Yugur a enfreint les principes de fonctionnement qui l'empêchaient à l'origine d'aider Amorou. Yugur explique simplement qu'elle suit toujours ses principes, mais qu'elle a jugé que sauver Amorou était conforme à son objectif. Elle dit avoir agi selon la logique, parce qu'elle est un androïde, mais Akira sait qu'il y a plus derrière cette décision. Il décide de laisser tomber et se contente de remercier Yugur pour son aide. Le lendemain matin, les 3 commencent leur voyage de retour vers la ville d'Eomori. Yugur révèle qu'elle a aussi retrouvé le sac d'Amorou dans la prison, ce qui touche profondément Amorou. Pendant qu'elle se change, Yugur soigne toutes les contusions qu'elle a reçues des gardes et lui explique que toutes ses blessures disparaîtront dans quelques jours. Akira ne peut s'empêcher de se demander quelle technologie incroyable permet un tel pouvoir de guérison, mais Yugur répète que c'est confidentiel. Elle rassure Amorou, ce n'est pas dangereux, elle utilise simplement un mécanisme déjà présent dans le corps humain. Amorou se demande si Yugur peut aussi retirer le tatouage qui la marque comme lithosienne, et Yugur accepte, mais la prévient que cela fera mal. Heureusement, la douleur ne dure pas longtemps, et Amorou est émue lorsqu'elle voit que Yugur l'a remplacé par un tatouage beaucoup plus joli. C'est un oiseau semblable à celui que ses parents avaient dessiné, et Amorou est profondément touchée par ce geste de bonté. Cela lui rappelle sa famille heureuse, et elle déclare que c'est magnifique. Elle annonce qu'elle aimerait partir en voyage pour chercher les livres de ses parents et dessiner plein d'images. Akira est surpris lorsqu'elle explique qu'elle veut les accompagner, et Amorou conclut que ce sera un voyage à 3. Elle veut passer plus de temps avec eux et est certaine qu'ils veulent être avec elle, puisqu'ils l'ont sauvée. Akira décide que cela ne fera pas de mal si Amorou se joint à eux, et Yugur est également partante. Leur première destination est Aomori, et Akira remarque à quel point la ville est différente de ce qu'elle était il y a 200 ans. Il est soulagé de voir qu'il y a des hôtels, car il pourra enfin prendre un bain. Il remarque une sécurité très renforcée aux alentours, et Amorou explique qu'un festival célèbre appelé Fika va bientôt avoir lieu. C'est un festival où les gens cherchent leur futur partenaire, et il est toujours bondé. Akira pense que cette sécurité est excessive, mais Yugur s'en moque complètement. Ce petit festival de rencontres n'a rien à voir avec eux puisqu'ils ont déjà leur partenaire, et elle déclare qu'elle va épouser Akira. Akira n'arrive toujours pas à comprendre ce qui pousse Yugur à vouloir cela,
Mais il estime que ce n'est pas naturel et suppose qu'elle ne veut l'épouser que parce qu'elle n'est proche de personne d'autre. Pour clarifier son message, Akira rappelle à tous que son seul véritable amour est Towasa. Ils ont juré leur vie l'un à l'autre et la retrouver est l'une des principales raisons de son voyage. Amoru pense qu'elles devraient toutes se marier, ce qui déçoit Akira, car il voit que son message n'est pas passé auprès de Yugur. Yugur, en revanche, l'a entendu très clairement et annonce qu'elle va sortir rencontrer des humains qui pourraient être de potentiels prétendants. Si elle ne ressent d'affection envers aucun d'eux à part Akira, cela prouvera que son amour pour lui est sincère. Ce n'est pas exactement ce qu'Akira voulait dire, mais les filles ont déjà décidé de participer au festival. Ailleurs, un homme nommé Kalkrum effectue une transaction illégale d'armes. Il est largement connu pour vouloir devenir le chef de la célèbre famille Lontano et négocie avec le lieutenant-colonel Yamabuki. Kalkrum achète en dehors des registres un énorme stock d'armes Owo, et Yamabuki se demande s'il prévoit de déclencher une sorte de guerre. Kalkrum balaie sa curiosité en disant qu'il veut juste être prêt. Mais Yamabuki a d'autres questions. Les rumeurs disent que Kalkrum a un rival qui se bat également pour la tête de la famille et Yamabuki cherche à en savoir plus, mais ils sont interrompus. Ce sont les gardes de la sœur de Kalkrum, nommée Fide, et Yamabuki craint d'avoir été trahi. Fides est l'aînée de la famille Lantano et elle s'est précipitée ici dès qu'elle a entendu qu'un traître s'était infiltré dans la fête de Kalkrem. Fides ne voulait pas que l'ignorance de Kalkrem porte préjudice à leur famille, alors elle est venue éliminer le traître. Elle déclare qu'elle sera la prochaine chef de leur famille, mais les hommes de Kalkrem s'y opposent. Le traître tente de l'éliminer, mais Kalkrem met fin à sa vie à sa place. Il révèle qu'il y a en réalité plus d'un traître dans la pièce et attrape le commissaire qui avait aidé à conclure l'affaire. Elle prenait beaucoup d'argent pour elle-même et Fides laisse son frère s'occuper du reste. Un des voyous n'en revient pas que ces deux-là soient des frères et sœurs rivaux, et un autre explique qu'il y en avait autrefois davantage. Le chef actuel avait 10 enfants au total et voulait que chacun d'eux se batte pour la place de tête de famille. Cela a bien sûr entraîné une énorme querelle sanglante qui n'a laissé que Kalkrem et Fides en vie. Aucun des deux n'a de famille, ce qui inquiète le chef pour la continuité de son nom. Cela pourrait poser un énorme problème pour leur chance de succéder, et tout le monde sait que les deux devront bientôt trouver des partenaires. Le chef de la famille Lantano rencontre ses 2 enfants restants et déplore comment les choses ont tourné. Autrefois, leur table était pleine de vie, mais désormais, il ne reste que 2 enfants. Le chef devient impatient et leur rappelle que peu importe qu'ils partagent son sang, ils doivent tout de même prouver par leurs actions qu'ils sont dignes de devenir ses successeurs. Kalkrem comprend parfaitement ce que son père attend. Il veut qu'ils participent au festival. Le chef explique que perpétuer la lignée familiale est une mission importante et Fides ne perd pas de temps pour montrer sa détermination en assurant à son père qu'elle trouvera un partenaire. Le lendemain matin, les filles rappellent à Akira qu'elles se rendront au festival. Akira s'en moque et les laisse partir. Amoru rattrape Yagur, mais elle remarque que l'ordinairement discrète Yagur est devenue très sérieuse. Akira, de son côté, réfléchit à l'endroit où il souhaite passer cette belle journée et surprend des hommes parlant de la famille Lantano. La rumeur dit que les frères et sœurs y assisteront, et cela semble être un événement majeur. Akira ne peut s'empêcher de se demander qui est cette famille Lantano, et on lui explique qu'ils sont les dirigeants de cette ville. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à se salir les mains si nécessaire, ce qui fait craindre à Akira qu'ils ne ressemblent à la mafia. Au festival, Amuro raconte sa situation à des passants. Il traite Akira de salaud pour ne pas avoir empêché les filles d'aller au festival comme elles le voulaient, mais Amuro prend sa défense. Pendant ce temps, certains essaient de faire connaissance avec Yagur, mais elle ne ressent pas le besoin de répondre à la moindre de leurs questions. Le but du festival est de trouver un partenaire, mais Yagur leur dit que les chances de l'approcher à nouveau sont quasiment nulles. À ce moment-là, Akira est présent. Il s'inquiétait de la présence possible de la mafia, mais tout est très calme, et il se rend compte qu'il n'avait probablement pas besoin de surveiller les filles. Akira remarque un groupe de filles entourant Kalkrem et réalise que ce type pourrait bien être le prochain chef de la mafia. Kalkrem semble beaucoup s'amuser, et Akira décide qu'il vaut mieux rester aussi loin que possible de lui. Pendant ce temps, une file d'hommes attend pour rencontrer Fides. Chacun essaie de l'impressionner, mais elle les écarte d'un simple geste de la main dès qu'il l'ennuie.
Fides écarte les prétendants un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste personne, et elle est déçue de constater qu'aucun n'était digne d'elle. Ces hommes se demandent s'il est vraiment nécessaire qu'elle trouve un partenaire, puisqu'ils resteront loyaux envers elle quoi qu'il arrive. Malheureusement, Fides explique qu'elle doit le faire si elle veut devenir à la tête de la famille Lantano. Calcrème arrive, déçu de voir que personne ne s'intéresse à Fides, et reconnaît que le chemin vers le trône est très périlleux. Fides rétorque rapidement qu'elle a simplement des standards très élevés, contrairement à lui. Calcrème lui rappelle que ce festival est censé parler du véritable amour, mais elle sait très bien que tout ce qui l'intéresse, c'est de grimper au sommet. Fid en a fini avec cette conversation, Calcrème lui donnant la nausée, et elle s'éloigne. Un peu plus tard, Akira remarque que Yugur est complètement ivre après avoir renvoyé tout le monde et vidé plusieurs bouteilles de vin. Amoru est heureuse de le voir là, mais Akira constate que Yugur a disparu de la vue. Il se met à la chercher, mais il bouscule accidentellement Fides, qui renverse du vin sur sa robe. Akira se demande s'ils ont encore la solution de nettoyage qu'il utilisait autrefois à notre époque. Fides l'entend et se demande ce qu'il veut dire. Akira panique, et la situation empire lorsqu'il réalise qu'elle fait partie de la famille Lantano. Il tente de s'enfuir, mais Fides est intriguée par ce qu'Akira semble savoir et elle veut lui parler. Elle exige qu'il explique ce qu'il entend par « cette époque », mais Amoru prend sa défense. Elle affirme qu'Akira n'a rien fait de mal et qu'il n'est pas responsable d'être un reliquat du passé. Akira n'en revient pas. Elle vient de révéler ce secret au grand jour et il est trop tard pour le cacher. Fid se demande comment un humain vieux de 200 ans peut encore être en vie et elle le force à parler. Akira explique que la technologie s'appelait l'animation suspendue et qu'il s'est simplement réveillé après un dysfonctionnement de l'appareil. Fide a entendu des rumeurs à son sujet et Amoru est surprise de constater qu'elle ne semble pas contrariée. Au contraire, Fides déclare qu'elle aimerait se marier avec Akira. Akira n'en croit pas ses oreilles. C'est déjà la 2e fois qu'on lui propose le mariage depuis son réveil. Évidemment, Akira refuse, mais Fides lui propose un marché. Elle sait Cole est à sa poursuite et promet de le protéger s'il accepte de l'épouser. Fides a ses propres raisons de vouloir ce mariage, ce qui peut convenir aux deux parties. Akira se demande quel genre d'amour ils sont censés partager, mais l'amour n'a aucun intérêt pour Fides. Soudain, Fides est choqué lorsqu'on parle de Calcrème. Il vient de trouver une nouvelle fille et tout le monde se demande s'il a enfin trouvé celle qu'il épousera. Un coup d'œil en bas révèle que cette fille est Yugur, complètement ivre, et Akira ne peut s'empêcher de se demander comment son groupe s'est retrouvé dans une situation aussi folle. Le lendemain, le seigneur Lantano convoqua Calcrome dans son bureau après avoir entendu dire que son fils avait trouvé une partenaire lors du festival de Fika. Impatient, il lui exprima son désir de le voir accomplir au plus vite la cérémonie d'Ilsi, afin de pouvoir enfin accueillir un petit enfant. Mais Calcrome lui répondit que le moment était encore trop prématuré pour envisager une telle chose. Pendant ce temps, Fiz s'occupait des chevaux dans les écuries du château. Elle confia à son cheval préféré les rumeurs qui circulaient au sujet de la nouvelle partenaire de Calcrome, n'ayant personne d'autre à qui se confier. Son garde du corps entra pour l'informer des nouvelles qui se répandaient dans tout le château, mais elle le réprimanda pour avoir interrompu son moment privilégié avec l'animal. Elle lui assura qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter des rumeurs, car elle avait elle-même trouvé un partenaire. Pendant ce temps, Akira tentait de dissuader Yugur d'aller à son rendez-vous avec Calcrome. Il lui fit part de son inquiétude quant à la nature dangereuse de cet homme et de sa crainte de l'avoir mêlé à des affaires de mafia. Amoru exprima à son tour sa surprise, notant que Yugur avait clairement montré son désintérêt la veille. Yugur expliqua qu'elle avait accepté l'invitation uniquement pour prouver à Akira qu'elle ne pouvait éprouver de sentiments pour personne d'autre que lui. Cependant, elle commença à douter de cette justification, car les avances de Calcrome semblaient l'affecter plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Calcrome arriva à l'improviste, un bouquet de fleurs à la main. Il expliqua que son empressement à la revoir l'avait poussée à venir plus tôt que prévu. Yugur examina les fleurs et reconnut aussitôt qu'elles symbolisaient l'amour véritable. Calcrome exprima son admiration pour sa connaissance des symboles floraux, ajoutant qu'il n'en attendait pas moins d'un androïde. Cette remarque provoqua une grande tension chez Akira, inquiet pour la sécurité de Yugur. Mais celle-ci le rassura, précisant que Calcrome connaissait déjà sa véritable nature et l'acceptait telle qu'elle était. Akira demeura méfiant et interrogea Calcrome sur ses véritables intentions. Calcrome,
Amusé, le taquina au sujet de sa jalousie et lui demanda s'il nourrissait des sentiments amoureux pour Yugur. Yugur révéla alors qu'Akira était son fiancé. Kalcrom répondit par un sourire malicieux, si familier qu'Akira ne put s'empêcher d'y reconnaître un air de famille avec Fidès. Et comme pour confirmer cette pensée, Fidès apparut à cet instant, appelant Akira pour lui rappeler qu'elle était venue le chercher pour leur rendez-vous. Surpris, Akira manifesta sa confusion, mais Fidès lui rappela calmement qu'il était son partenaire d'Alésia. Amouroux et Yugur encerclèrent immédiatement Akira, lui interdisant de partir seul avec Fidès. Elles l'interrogèrent avec insistance, exigeant qu'il leur raconte en détail ce qui s'était passé entre lui et Fidès la veille au soir. Akira expliqua qu'il avait simplement été impliqué dans un léger accident avec elle et qu'il n'avait jamais cru qu'elle parlait sérieusement lorsqu'elle l'avait déclaré comme son partenaire. Kalcrom s'adressa alors à Fidès et se déclara soulagé de l'avoir enfin trouvé un compagnon. Il avoua qu'il commençait à s'inquiéter à l'idée qu'elle ne se poserait jamais. Avec un sourire provocateur, il proposa qu'ils fassent un double rendez-vous afin de pouvoir s'observer mutuellement et déterminer lequel d'entre eux avait fait le meilleur choix. Il les conduisit jusqu'à son véhicule, dont la qualité exceptionnelle les laissa tous bouche bée. Kalcrom révéla qu'il l'avait acquis à Tokyo, ce qui éveilla aussitôt la curiosité d'Akira. Celui-ci lui demanda davantage d'informations, mais Kalcrom refusa d'en dire plus, sans contrepartie. Toutefois, il lui glissa qu'il pourrait peut-être lui en parler, s'il se retrouvait ivre un jour. Le groupe monta à bord du véhicule, et Kalcrom les conduisit jusqu'au quartier commerçant. Amouroux s'éloigna aussitôt pour explorer les environs, mais Akira lui recommanda de ne pas trop s'éloigner. Kalcrom escorta Yugur jusqu'à un étal de bijoux, où elle examina les vitrines scintillantes. Il lui proposa de lui offrir le plus beau bijou orné de la plus précieuse des pierres, et elle accepta son geste avec un léger sourire. Kalcrom remarqua alors le regard jaloux d'Akira posé sur eux et lui lança un regard victorieux. Fidès s'approcha d'Akira par derrière et lui fit remarquer qu'il semblait ailleurs, comme s'il avait d'autres priorités. Akira ignora son commentaire tandis qu'elle déposait plusieurs paquets supplémentaires dans ses bras. Elle lui ordonna de la suivre, affirmant qu'ils avaient encore beaucoup de boutiques à visiter. Akira resta stupéfait. Était-ce vraiment ainsi qu'elle imaginait un rendez-vous romantique? Il comprit alors pourquoi Fidès était restée célibataire aussi longtemps. Elle devait être devenue assez désespérée pour se contenter d'un homme comme lui. Amouroux revint à ce moment-là et lui souffla qu'il n'aurait sans doute pas dû venir, puisqu'il n'était traité que comme un simple porteur. Akira répondit qu'il n'avait pas eu le choix. Kalcrom détenait des informations précieuses sur Tokyo. Il ajouta qu'il ne pouvait pas non plus laisser Yugur seul avec lui, car il ne lui faisait pas confiance. De plus, il avoua intérieurement qu'il se sentait frustré de ne pas pouvoir rapprocher Fidès et Kalcrom, car il avait bien compris que, malgré leurs provocations, c'était l'un pour l'autre qu'ils éprouvaient un réel intérêt. Fidès l'appela à nouveau et Akira se hâta de la rejoindre. Kalcrom, de son côté, remarqua que Yugur semblait distraite, le regard perdu vers Akira. Avec un sourire assuré, il lui promit que leur rendez-vous, elle le conduit dans une ruelle, à l'abri des regards, pour qu'ils puissent parler en secret. Yugur le réprimande d'avoir transformé leur rendez-vous en double rendez-vous, mais Kalcrom lui explique qu'il ne fait que suivre son plan destiné à rendre Akira jaloux. Cependant, il avoue qu'il n'avait jamais prévu que Fidès lui fasse une proposition. Yugur, les yeux assombris, lui fait remarquer que Fidès est désormais sa pire ennemie et qu'elle ne lui pardonnera jamais, même si elle est sa sœur. Kalcrom lui répond que ce ne sera pas nécessaire, car son plan semble fonctionner à merveille. Yugur admet qu'il a raison. Elle repense alors à la veille, à leur rencontre nocturne, lorsqu'elle lui avait tout confié, ses sentiments, ses doutes et son intention de prouver à Akira que son amour pour lui était sincère. Touché par son histoire, Kalcrom avait accepté de l'aider, affirmant comprendre sa situation. Pourtant, Yugur commence à se méfier. Elle remarque qu'il fait beaucoup d'efforts pour elle et en vient à soupçonner qu'il cache d'autres intentions. Kalcrom finit par lui révéler qu'il n'a aucun objectif caché. Il est simplement curieux de voir jusqu'où leur relation ira. Selon lui, une histoire d'amour entre un humain et un androïde n'a rien de réaliste. Il veut simplement observer si, dans leur cas, l'amour peut réellement tout vaincre. Pendant ce temps, Akira remarque Amouroux en train d'admirer une boîte de peinture colorée. Il décide de les lui acheter, mais Fidès le réprimande pour ne rien lui avoir offert à elle. Yugur sort alors de la ruelle aux côtés de Kalcrom et appelle Akira.
mais celui-ci ne l'entend pas. Elle s'approche, hésitant à tout lui révéler, mais finit par se raviser. Akira ne comprend pas pourquoi elle agit de manière aussi distante, mais il choisit d'ignorer son attitude. Il a trouvé un nouvel endroit pour poursuivre leur double rendez-vous. Il ordonne à Kalcrom de les conduire à la bibliothèque, ce que ce dernier accepte. Ils arrivent à la bibliothèque et commencent à explorer les lieux. Kalcrom, amusé, admet qu'Akira est un homme cultivé, puisqu'il choisit de lire pendant un rendez-vous. Amaru, de son côté, se demande si la bibliothèque conserve encore les anciens dessins de ses parents. Elle remercie Akira de lui donner l'occasion de chercher, mais celui-ci précise qu'il est venu avant tout pour faire des recherches. Il prend quelques ouvrages de droit, espérant y trouver des informations utiles, mais Fides l'interrompt en lui expliquant que ces livres sont inutiles. Leur contenu est dicté par Holt. Après avoir fouillé la bibliothèque sans rien découvrir de pertinent, il décide de sortir. En descendant les marches, Amaru aperçoit au loin des marchands dans la ruelle. Un pressentiment lui souffle qu'il pourrait posséder les vieux contes de ses parents. Sans réfléchir, elle court pour aller vérifier, laissant les autres derrière elle. Le groupe tente de la suivre, mais elle se perd rapidement dans le dédale des ruelles. Ils commencent à la chercher, tandis que Fides, agacée, peste contre cet enfant têtu qu'elle doit poursuivre. Cependant, en tournant dans un coin, Fides réalise qu'elle s'est elle-même perdue. Un léger sourire lui échappe alors, la nostalgie la gagne. Ces ruelles lui rappellent son enfance, lorsqu'il jouait à cache-cache avec Kalcrom. Il se faisait toujours attraper parce que son frère faisait trop de bruit en se cachant. Elle se souvient lui avoir crié dessus, puis lui avoir promis « Quand je deviendrai la chef, Kalcrom l'appelle, la tirant brusquement de ses souvenirs. » Elle tente de dissimuler sa nostalgie, mais Kalcrom lui rappelle le temps où, enfant, il jouait à cache-cache dans la ruelle. Non loin de là, Akira cherche les autres, car il se retrouve maintenant seul. Il jette un œil derrière un mur et aperçoit Fides et Kalcrom en pleine conversation intime. Alors il décide de rester caché. Yugur et Amaru l'appellent depuis l'arrière, mais il leur fait signe de se taire pour ne pas interrompre ce moment fraternel. Fides se demande pourquoi Kalcrom se met soudain à évoquer le passé, et celui-ci répond qu'il est agréable, parfois, de se replonger dans les souvenirs. Fid lui rappelle qu'il devrait plutôt se concentrer sur l'avenir. Kalcrom devient alors plus direct. Il saisit un drap et l'enroule autour d'elle, lui rappelant qu'elle était imbattable au jeu de cache-cache. Fides ressent un frisson, mais elle s'efforce de dissimuler ses émotions. Elle s'éloigne en affirmant qu'elle ne se souvient de rien de tout cela. Akira observe Fides passer devant lui, le cœur serré. Il se dit que leur lien de sang les empêche de connaître le véritable amour. Il se tourne vers Yugur, désormais convaincu que Kalcrom est réellement amoureux de Fides. Il la réprimande pour avoir porté le collier offert par Kalcrom, mais Yugur se moque de lui, le traitant de jaloux. Akira explique qu'il ne dit cela qu'à cause de ce qu'il vient d'observer entre le frère et la sœur, mais Yugur ne comprend pas. Il cherche ses mots, incapable d'exprimer ce qu'il ressent vraiment. Yugur lui rappelle qu'elle est sortie avec Kalcrom uniquement pour comprendre ce qu'est le véritable amour, puis elle exige de savoir pourquoi lui a accepté un rendez-vous avec Fides. Amaru rejoint Yugur, et toutes deux pressent Akira de questions. Akira se défend. Il affirme être fidèle à Tawasa, sa fiancée, et n'avoir aucun autre intérêt. Il demande alors où va la loyauté de Yugur. Celle-ci répond qu'elle pourrait très bien se contenter de Kalcrom si tout se déroule comme prévu, une révélation qui choque tout le monde. Le trajet du retour se déroule dans un silence pesant. Kalcrom et Fides échangent des regards discrets jusqu'à ce qu'un pneu crève. Tout le monde descend et Akira se charge de le remplacer. Kalcrom, impressionné, lui dit qu'il ne savait pas qu'il pouvait faire cela seul. Akira lui répond que son père adoptif lui a tout appris. Kalcrom confie alors que, lui, la seule chose qu'on lui a enseignée, c'est de consacrer sa vie entière à sa famille. C'est pour cela qu'Elsie est si importante pour eux. Akira se demande alors si les sentiments de Kalcrom pour Yugur sont sincères. Kalcrom admet qu'elle le fascine, mais il veut savoir pourquoi Akira pose cette question. Akira explique que, puisqu'ils voyagent ensemble, il cherche simplement à comprendre. Il ose ensuite lui demander ce qu'il ressent vraiment pour Fides, mais Kalcrom renvoie la question. Akira refuse d'y répondre, affirmant que ses sentiments n'ont pas d'importance. Kalcrom déclare qu'il donnera sa bénédiction à l'union de celui que Fides choisira comme partenaire, mais il jure de tuer quiconque oserait lui briser le cœur.
Akira l'accuse alors d'être épris de Fides, mais Kalcrom évite habilement l'accusation et lui suggère plutôt d'ouvrir un garage, vu son talent pour changer les pneus. Pendant ce temps, Yugur exprime sa frustration. Trouver le véritable amour lui semble terriblement difficile. Fides, intrigué, lui demande de quoi elle parle. Amoru lui explique alors que Yugur n'a pas eu de chance dans sa quête de l'amour véritable. Fides réplique que le véritable amour n'est qu'une illusion inventée pour que les gens se sentent désirés. Leur conversation est interrompue lorsqu'un conteneur se détache et menace d'écraser un ouvrier. Yugur se précipite pour le sauver, mais un agent secret l'aperçoit et la reconnaît aussitôt comme une fugitive. Fides remarque la rapidité de son mouvement et comprend que Yugur est en réalité une androïde. Elle se demande alors à quel jeu joue Kalcrom, puisqu'il ne peut pas prendre une androïde pour compagne. Les androïdes étant incapables d'avoir des enfants. Kalcrom et Akira accourent pour vérifier si tout va bien, mais Fides leur indique simplement la source du vacarme avant de s'éloigner. Akira conseille à Kalcrom d'aller la rejoindre, mais ce dernier répond que c'est désormais son rôle à lui, puisque Fides l'a choisi comme partenaire. En fuyant, Fides se remémore alors le reste de ses souvenirs d'enfance. Après avoir promis de devenir la chef de famille et de protéger Kalcrom, celui-ci lui avait avoué qu'il l'avait entendu pleurer auprès de leur aîné, disant qu'elle ne voulait pas de ce rôle. Elle l'avait grondé pour l'avoir espionné, mais Kalcrom lui avait expliqué qu'il voulait devenir le chef à sa place, pour changer leur famille et l'empêcher de pleurer à nouveau. Akira retrouve Fides et la surprend en pleine réflexion. Elle lui confie que Kalcrom ferait un bien meilleur chef qu'elle, car il possède un cœur assez grand pour accueillir tous ceux qu'il rencontre. Elle révèle aussi qu'il s'occupe en secret de leurs autres frères et sœurs, ceux qui ont été reniés parce que Kalcrom déclare qu'il donnera sa bénédiction à l'union de celui que Fides choisira comme partenaire, mais il jure de tuer quiconque oserait lui briser le cœur. Akira l'accuse alors d'être épris de Fides, mais Kalcrom évite habilement l'accusation et lui suggère plutôt d'ouvrir un garage, vu son talent pour changer les pneus. Pendant ce temps, Yugur exprime sa frustration. Trouver le véritable amour lui semble terriblement difficile. Fides, intrigué, lui demande de quoi elle parle. Amoru lui explique alors que Yugur n'a pas eu de chance dans sa quête de l'amour véritable. Fides réplique que le véritable amour n'est qu'une illusion inventée pour que les gens se sentent désirés. Leur conversation est interrompue lorsqu'un conteneur se détache et menace d'écraser un ouvrier. Yugur se précipite pour le sauver, mais un agent secret l'aperçoit et la reconnaît aussitôt comme une fugitive. Fides remarque la rapidité de son mouvement et comprend que Yugur est en réalité une androïde. Elle se demande alors à quel jeu joue Kalcrom, puisqu'il ne peut pas prendre une androïde pour compagne. Les androïdes étant incapables d'avoir des enfants. Kalcrom et Akira accourent pour vérifier si tout va bien, mais Fides leur indique simplement la source du vacarme avant de s'éloigner. Akira conseille à Kalcrom d'aller la rejoindre, mais ce dernier répond que c'est désormais son rôle à lui, puisque Fides l'a choisi comme partenaire. En fuyant, Fides se remémore alors le reste de ses souvenirs d'enfance. Après avoir promis de devenir la chef de famille et de protéger Kalcrom, celui-ci lui avait avoué qu'il l'avait entendu pleurer auprès de leur aîné, disant qu'elle ne voulait pas de ce rôle. Elle l'avait grondé pour l'avoir espionné, mais Kalcrom lui avait expliqué qu'il voulait devenir le chef à sa place, pour changer leur famille et l'empêcher de pleurer à nouveau. Akira retrouve Fides et la surprend en pleine réflexion. Elle lui confie que Kalcrom ferait un bien meilleur chef qu'elle, car il possède un cœur assez grand pour accueillir tous ceux qu'il rencontre. Elle révèle aussi qu'il s'occupe en secret de leurs autres frères et sœurs, ceux qui ont été reniés parce qu'ils étaient jugés indignes